pour illustrer l'ensemble des vérifications qu'on a vues, et des vérifications bien sûr réglementaires, on va se baser sur un exemple d'application en considérant un appareil d'API qui est soumis à une descente de charge avec un ensemble de combinaisons d'actions. Alors, bon, déjà pour situer l'étude d'un appareil d'API, il faut savoir que toujours on commence par le modèle global. Voilà le modèle global de calcul de la structure, à partir de lequel on récupère les réactions au niveau des têtes d'API. C'est-à-dire pour chaque combinaison d'actions, on récupère l'ensemble des efforts, que ce soit des efforts horizontaux, Fx et Fy, des efforts verticaux, des rotations alpha A, des rotations alpha B. Ici, il s'agit par exemple des charges, des déplacements imposés, un peu Vx et Vy. Mais bien sûr, on peut passer de l'une à l'autre via le module de bien sûr de 6 éléments, bien la division par la rigidité vis-à-vis des efforts horizontaux pour passer des efforts horizontaux vers les déplacements horizontaux. Alors, on n'a pas encore abordé la façon de modéliser un appareil d'API dans le modèle global, on les verra tout de suite. Mais lorsqu'on fait la vérification des appareils d'API, la descente de charge en tête d'appareil d'API, c'est quelque chose qui est donné, c'est-à-dire c'est une input pour le dimensionnement de l'appareil d'API. Sur la base de cette descente de charge, on va procéder au dimensionnement et à la vérification réglementaire de l'appareil d'API. Alors, on considère un ensemble d'appareils, en fait, un appareil d'API qui sera soumis à un ensemble de combinaisons d'actions. Donc là, on a proposé donc, le même exemple de calcul que dans le guide des appareils d'API, le CRMA. Donc, en considérant 6 combinaisons d'actions. En fait, dans chaque combinaison d'actions, il y a à la fois des valeurs minimales et des valeurs maximales. C'est-à-dire, par exemple, pour chaque combinaison, surtout que les combinaisons qui contiennent des charges variables, donc là, on considère deux valeurs, une valeur maximale et une valeur minimale. Alors, donc là, nous avons une combinaison qui contient une charge permanente, donc avec un 35 Gmax plus un plus Gmin. Bien évidemment, les deux valeurs, ils sont pas concomitantes. Ça veut dire soit on prend le Gmax, soit on prend le Gmin. Il y a également le retrait et le fluage qui représentent les déformations différées. Il y a également les charges, là ce sont les charges Eurocode, mais ils peuvent être remplacés par exemple des charges routières, par exemple du règlement français. Là nous avons le load model, c'est-à-dire soit LM1, soit LM2. Et ensuite nous avons également la température comme charge d'accompagnement, action variable, qui va provoquer bien sûr des efforts horizontaux. De même, nous avons une deuxième combinaison dans laquelle il y a les charges statiques. Ça, ils seront considérés comme des charges statiques. Ils sont considérés comme des charges statiques. Ensuite, nous avons une charge dynamique pour laquelle le passage de la charge, bien sûr, le passage de la charge horizontale, ou bien de l'action horizontale vers le déplacement, ça va se faire via le module de 6 éléments G égale à 1,8. Nous avons également une troisième combinaison d'actions, et pour chaque combinaison, bien sûr, il y a la valeur max et la valeur min. Donc la valeur max et min, surtout par rapport à l'effort vertical. Ensuite, nous avons la charge de la structure sous le poids propre, sa valeur minimale, c'est-à-dire après consommation du retrait et sans autre charge, qui permettra de vérifier surtout la compression minimale sous la charge Gmin. Donc on a vu déjà dans la vérification surtout du glissement. Alors pour chaque combinaison, il y a un effort vertical qui représente la réaction d'API. Donc il y a la rotation en longitudinale. Donc il s'agit là d'un pendule. Donc, nous avons la réaction et nous avons également la rotation qui est imposée par le tablier sur l'appareil d'API. Ensuite, nous avons le déplacement qui correspond bien sûr
à la partie de retrait, du fluage et de la température. Ensuite, nous avons bien sûr pour les charges de freinage, bien les charges d'exploitation, nous avons un effort FX qui correspond à un effort de freinage, puisque on a l'habitude, plutôt c'est judicieux de considérer, de faire apparaître les dépassements qui sont dus à des déformations imposées, comme des déplacements directement, et de faire apparaître les efforts, des efforts pour les charges, par exemple, des charges routières qui correspondent plutôt à des efforts de freinage. Donc après, bien sûr, le passage de l'un à l'autre en utilisant juste les caractéristiques mécaniques. Alors, donc on verra tout d'abord qu'on va commencer par ce qu'on appelle un processus de prédimensionnement de l'appareil d'appui. Ensuite, bien sûr, on fait la vérification de ce prédimensionnement. Alors pour l'approche, donc on commence toujours par déterminer les dimensions minimales en plan de l'appareil d'appui à travers A'. Avec A', bien sûr, c'est A' moins E fois B' moins E. Avec E en général, c'est plutôt 2 fois E, 2 fois E. Avec bien sûr E, c'est en général 5 mm. Donc c'est de part et d'autre de l'appareil d'appui. Alors pour la détermination de cette dimension minimale, ça correspond tout simplement à la vérification de la compression maximale de 25 mégapascales. Ensuite, pour déterminer la hauteur de l'estomère, on prédimensionne la hauteur de l'estomère et on va utiliser le critère, on utilise le critère de la distorsion maximale sous les efforts et déplacements horizontaux. Donc on va prendre le cas de charge qui donne le maximum d'efforts horizontal, bien sûr après transformation des efforts horizontaux en déplacement, et calculer la distorsion qui est due au déplacement et efforts horizontaux, donc selon Q qui doit être inférieur à 1. Ensuite, on va déterminer la dimension maximale de l'appareil d'appui en vérifiant la contrainte Fz Gmin sur A' qui doit être supérieure bien sûr à 3 mégapascales. Donc là, ça correspond en fait à un prédimensionnement. Bien sûr, on peut ne pas procéder par le prédimensionnement et plutôt on peut par exemple procéder par un tâtonnement. Mais il sera judicieux toujours de commencer par un prédimensionnement et ça va nous permettre de choisir les dimensions en plan parmi les dimensions disponibles, donc en utilisant l'annexe 3 du guide, bon, qui est extrait également de la norme de vérification des appareils d'appui. Donc c'est le guide CEREMA pour la vérification des appareils d'appui. Ensuite, bien sûr, on va procéder à l'ensemble des vérifications réglementaires détaillées en vérifiant l'ensemble des critères, que ce soit la distorsion totale, la stabilité enflement, la stabilité rotation, la stabilité glissement. Il faudra noter par la suite que il peut y avoir des vérifications qui sont contradictoires, parce que lorsqu'on parle par exemple de flambement et du glissement, donc parfois en essayant de respecter le flambement, on va peut-être ne pas pouvoir respecter le glissement, et du coup parfois on met ce qu'on appelle des dispositifs d'anticheminement, c'est-à-dire qui va permettre de bloquer l'appareil d'appui vis-à-vis du glissement tout en vérifiant la question de flambement. Alors pour en fait les dimensions normalisées des appareils d'appui, ça c'est le guide qui est extrait du guide de CEREMA. Alors maintenant nous allons détailler l'ensemble de vérifications. Donc on reviendra vers ce guide une fois qu'on a déterminé la section A' et l'épaisseur totale de l'élastomère pour choisir les dimensions des appareils d'appui les plus appropriées.